Sayon Dambélé, bienvenue. Tout le plaisir de te recevoir en tant qu'ami, en tant que camarade de promotion. Nous sommes deux ici qui sont fiers de ton parcours, fiers de tout ce que tu réalises à la tête de la nièce Talibé. On te félicite et cela ne veut pas dire pour autant que ça ne va pas boxer dans ce studio. Ça, tout le plaisir. Ça, je le sais. Bien. Bonjour à Boubacar, bonjour à tous, bonjour à tous les chroniqueurs et bonjour à vos nombreux auditeurs. Bien. Je suis très heureux d'être là. Très bien, très heureux de te recevoir aussi. Ça y est, pour commencer, un regard général sur cette transition. Je sais que tu n'es pas politique, mais tu es un éminent sociologue. Ça te fait quoi d'être associé à la conduite de cette transition, d'être appelé au sein de l'administration, à la tête de la nièce? Quel constat global vous faites de la conduite de cette transition, de tous les chantiers ouverts en faveur des populations? Alors, c'est une question à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Oui, bien sûr. Ouais. C'est une question surprise. Voilà. Et ça, c'est digne de toi, Boubacar. Bien sûr. Pour être plus sérieux, j'éprouve un sentiment de fierté. Très bien. Et beaucoup de responsabilité parce que vous savez, on est 14 millions de Guinéens. Ouais. Et quand le destin, à un moment donné, vous ouvre ses portes et que les plus hautes autorités de ce pays vous font confiance, je pense que ça vous oblige et ça vous amène à vous transcender et à plus de responsabilités. Donc j'ai un sentiment à la fois de modestie parce que la tâche est importante, mais aussi de redevabilité et vis-à-vis de ceux qui m'ont fait confiance. Évidemment, le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, le ministre secrétaire général à la présidence, le général Amara Kamara, et évidemment toute la superstructure du CNRD qui ont fait confiance à des profils comme les nôtres. Je rappelle que moi, je suis un modeste chercheur. J'ai fait plusieurs années à l'étranger. Je travaillais sur des questions de drogue, d'addiction, de vulnérabilité. Voilà, et j'ai collaboré très longtemps avec des médias comme les vôtres, etc. Bien. Donc je n'avais pas le profil type, entre guillemets, d'embarquer comme ça ce gouvernail. D'un certain point de vue. De l'autre, sur le plan technique, on peut modestement peut-être penser qu'il y avait quelques raisons de me faire appel. Maintenant, sur la conduite générale de la transition, qu'est-ce que vous voulez que je dise de là où je suis? Je vois qu'il y a beaucoup de volonté politique. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de chantiers ouverts. Exactement, et je vois que le pays... Donc en gros, est-ce que la Guinée bouge sous le leadership du colonel Doumbouya et sous l'égide du CNRD? Mais évidemment que ça bouge. Après, tout n'est pas rose. Les œuvres humaines sont nécessairement perfectibles. Mais je me dis quand même de ce qui a été réalisé depuis presque 2 ans en termes d'investissement, en termes de volonté politique, en termes d'assainissement des finances publiques et de la volonté de gérer la chose publique. Je pense que c'est des choses à saluer. Et voilà, nous nous battrons jusqu'à la dernière énergie pour sortir. Donc le train est en marche. Bien. Allez, moi, peut-être ça va être ma dernière question avant d'aller à la pause. J'ai monopolisé la parole. Un petit recul pour parler de ce dont vous avez hérité, Sayo, quand vous êtes arrivé à la tête de la nièce. Quel a été le constat que vous avez posé, l'état des lieux, Sayo Dambélé? Alors, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à la nièce... Bon, je rappelle... Est-ce que c'était une institution bien gérée? Oui, mais je ne peux pas me prononcer sur la question de bien gérer ou pas. J'essaie de répondre à votre question, Boubacar. En fait, je rappelle que j'étais un modeste spécialiste du champ. Donc, je ne suis pas venu... je n'ai pas découvert une île déserte de ce point de vue-là. Mais ce que j'ai découvert à la nièce, on en parlera tout à l'heure, c'est plutôt l'organisation du travail. Avec une distorsion entre ce qu'on peut appeler un EPA, donc un établissement public à caractère administratif, et une unité de gestion de projet. C'est un peu compliqué comme ça, mais pour résumer... Oui, on entend bien. Pour résumer, c'est de dire qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que l'institution Agnès, qui devait être une institution transversale pour gérer les questions de protection sociale, était plus ou moins confondue au contour du projet NAFA. Donc il y avait une sorte de confusion, comme si nous étions finalement une unité de gestion, une agence d'exécution d'un programme de la banque. Oula. Or, nous devrions être, de mon point de vue,
Le projet NAFA, fut-il important, doit prendre toute sa place. On aurait dû recevoir d'autres projets, les gérer, etc. Donc c'est cette forme de prépondérance d'un projet sur une institution qui m'a frappé. Bien. Voilà, peut-être d'autres aspects de cet état de lieu avec plus de détails. Ça sera dans la troisième partie de cette émission. On va entrer dans le vif du sujet avec notre invité Prestige Sayoun Dambélé, directeur général de l'ANIES, qui va rester en notre compagnie jusqu'à 11h. On revient dans quelques minutes. Bien, on va continuer donc à dérouler cette interview avec notre invité Sayoun Dambélé. La suite avec vous, Talibé Barry. Alors, vous nous parliez tantôt du projet NAFA qui, à travers votre introduction, occupe une place de choix donc, dans les activités de l'ANIES. Et à date, où en est justement l'exécution des activités de la NAFA? Merci Talibé. Effectivement, le projet NAFA, c'est un projet très structurant. Vous me permettrez d'en dire un mot introductif. Le projet NAFA, c'est un projet qui permet à 150 000 ménages en Guinée d'avoir ce que nous appelons des filets sociaux, c'est-à-dire des capacités de résister au choc. Vous savez, quand nous sommes dans un monde incertain où il y a beaucoup de crises et beaucoup de dérèglements qui peuvent arriver, et généralement nos compatriotes les plus pauvres, ceux qui sont un peu moins dotés par la nature, sont les gens qui sont les plus impactés quand il s'agit de ces crises-là. Ouais. Donc l'idée du projet NAFA, l'ADN du projet NAFA, c'est de créer un environnement sécure pour ces ménages-là, pour leur permettre de résister mieux aux chocs. Voilà, je peux vous citer plusieurs types de chocs, choc climatique, nous avons eu le Covid, donc choc sanitaire, et tout le monde est en train de vivre les effets délétères des chocs économiques, notamment l'inflation, etc. Ouais. Donc tous ces déséquilibres-là font que nos compatriotes les plus pauvres sont les plus exposés. Et l'idée du projet NAFA s'aligne sur la question de la protection sociale, c'est-à-dire de créer des conditions pour que nos compatriotes les plus vulnérables puissent résister mieux à ces choses-là. Maintenant, pour revenir à votre question, cher Talibé, le projet NAFA aujourd'hui est un projet qui avait été, entre guillemets, jusqu'à présent structuré autour de la zone spéciale de Conakry. Ouais. Nous avions 20 000 ménages à Conakry qui sont dans le projet et auprès de qui nous faisons des transferts monétaires, on en parlera, et d'autres types de mesures qui sont peu connues par le public. Je rappelle que souvent l'ANIES est un peu dépeinte comme une institution qui distribue de l'argent. Je pense que c'est une vision un tout petit peu réduite de la chose. Nous faisons des transferts monétaires, certes, mais ces transferts monétaires sont pensés dans une logique globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous aviez en face des populations qui sont extrêmement pauvres, si quelqu'un ne peut pas donner à manger à son enfant de 2 ans, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette personne? Il faut d'abord régler quelque part les questions de subsistance. C'est pour ça qu'on leur donne un peu de subsides, un peu de ressources. Et une fois qu'ils sortent la tête de l'eau, vous pouvez espérer faire des choses avec eux, notamment les former et les mettre dans des programmes de capacitation, entre guillemets, donc des programmes qui leur permettent de se prendre en charge. Donc c'est ça l'idée du projet NAFA. Et Conakry, il y a 20 000 ménages, et à l'échelle du pays, c'est 150 000 ménages. Donc depuis que nous sommes arrivés, on s'est attelé à faire repartir la machine. Je dois rappeler que j'ai été nommé avec Madame la DGA, Madame Dofa Vogui, une femme remarquable au demeurant. Ouais. On a été nommé le 21 janvier 2022. Très bien. Et de janvier 2022 au mois de mai, les activités du projet NAFA étaient suspendues. Pourquoi ? Parce que nous avions des changements institutionnels en Guinée et la Banque mondiale, généralement, quand c'est comme ça, met une pause dans ses activités. Ils appellent ça le principe du OP Century, c'est l'option opérationnelle 730. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les fonds IDA sont gelés avant qu'une évaluation ne leur permette de dire est-ce qu'on avance ou pas. C'est des questions de prudence que tout le monde peut comprendre. Ouais. Donc le projet NAFA était en pause pendant 5 mois et nous avons travaillé beaucoup avec mes équipes et c'est le lieu de remercier toutes les équipes de l'ANIES, les petites mains, nos assistants communautaires, tous les chefs de département.
pour que nous offrions en quelque sorte aux partenaires toutes les garanties. Bien. Et il faut dire que les nouvelles autorités nous ont promptement accompagnés dans cette entreprise-là. Très bien. Notamment la tutelle, le colonel... Le général, désormais, le général. Le général de brigade, je vais être plus précis, Ouais. Amara Kamara, et évidemment les plus hautes autorités, pour dire aux autorités de la banque, et notamment le ministre des Finances aussi, je pense d'abord à Dr Lansine Condé, qui a été très proactif à ce moment-là. Ouais. Et que dire de mon frère, le ministre Moussa Sissé, qui fait un travail remarquable à la tête de ce département. Donc tout ce petit monde-là nous a accompagnés avec les équipes de l'ANIES pour que la banque décide de lever cette option. Très bien. Et c'est à partir du mois de mai, avec la mise en place du conseil d'administration, que nous sommes repartis. Maintenant, tout ça, c'est un contexte qu'il faut comprendre. Donc, si on comprend bien, ça fait exactement à peu près un an que les activités ont démarré. Les activités ont démarré sous votre gouvernance. Exactement. Maintenant, on va dire... Donc, on est là pour faire le bilan à mi-parcours d'un an d'activité sous votre leadership. Exactement. Exactement. On peut le dire ainsi. Oui, on peut le dire ainsi. Donc, depuis que nous sommes arrivés, donc on s'est attelé à faire repartir la machine sur Conakry. Bien. Donc nous avons fini tous les transferts monétaires à Conakry et nous avons préparé... De quel ordre Conakry, vous avez dit c'est 20 000 ménages. Oui, c'est 20 000 ménages. Non, les transferts monétaires, les chiffres sont connus, c'est classique, c'est 250 000 francs mensuels par ménage. Et donc, depuis combien de mois c'est le cas? En fait, depuis combien de mois? Justement, ce qui s'est passé à l'ANIES, c'est que on a été percuté par les changements institutionnels et par les blocages dont je faisais allusion, auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Ouais. Il y a eu 6 transferts monétaires pour la zone spéciale de Conakry. Et c'est comme ça que ça a été pensé. Je dois rappeler que le projet NAFA, à l'origine, n'était pas fait pour Conakry. C'était fait pour l'intérieur du pays, pour 130 000 ménages. Ouais. Puisque le Covid est arrivé, les autorités d'alors se sont dit... on ne peut pas laisser, entre guillemets, sur le carreau les populations de Conakry parce qu'il y a des poches de pauvreté très, très importantes, ouais, y compris en plein capital. Donc nous allons arrimer ces populations vulnérables-là au projet NAFA. C'est pour ça que ça a été proposé, et la banque l'a accepté, de faire 6 mois de transfert monétaire. Et nous sommes au terme de ces 6 mois-là. Dernière chose avant qu'on ne parle d'autre chose. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons préparé toutes les conditions de reprise du projet NAFA à l'intérieur du pays. Et à date, nous avons commencé... Donc ce n'est pas le cas pour le moment. Si, bien sûr. On a commencé le projet NAFA à l'intérieur du pays. Ça a commencé. Les équipes sont sur le terrain à Kindia. Nous avons déployé tous nos... Ça va concerner combien de préfectures ou bien c'est toute la Guinée? Alors, dans un premier temps, ça concerne 9 préfectures. Je vais les citer par ordre. Nous avons Forekaria, on a Kindia, on a Mamou, on a Tougué, on a Gawal, on a Dabola, on a Kouroussa, on a Kerewane et on a Beila. Je pense que je ne me suis pas trompé. Donc ces 9 préfectures-là sont des préfectures pilotes pour le projet NAFA. Alors que l'objectif... Comment ils ont été sélectionnés? Justement, les critères. Ouais. Alors justement, on a toujours envie de savoir. Pourquoi on n'a pas choisi, par exemple, Kissidougou, on n'a pas choisi Kékédou? Je prends par exemple à tout hasard. Alors ça, c'est l'Arlésienne, parce que c'est une question qui Mais revient, oui, bien sûr. qui revient pour tout temps. Ouais. Et je vais prolonger votre question. Ouais. Comment on choisit nos ménages, finalement? Absolument. Au-delà des zones que nous choisissons. Alors, il faut rappeler que ces choix-là ne sont pas des choix fortuits. Sont des choix qui sont des choix objectifs, méthodologiquement parlant, puisque nous partons sur des données qui existent. Dans le cadre de l'ANIES, ce qui s'est passé, c'est que l'INS, l'Institut national de statistique, a accompagné ce mouvement en 2019, à la création de l'institution. Je rappelle que l'ANIES a été créé par un décret présidentiel le 31 janvier 2019. Et ce qui s'est passé, c'est que l'INS nous a mis à contribution le fichier de la pauvreté en Guinée, où toutes les préfectures ont des scores moins de pauvreté. Et c'est à l'aune de ça que nous sélectionnons les populations. Il faut rappeler que les ressources que nous disposons, les ressources publiques, ne sont pas des ressources intarissables. Deuxièmement, elles sont limitées. Hein. Elles sont extrêmement limitées. Bien sûr, ouais. Donc, nous avons une obligation de sélectionner. C'est ce que nous appelons dans le jargon le ciblage. Ouais. On fait une identification. Je donne un exemple. On est combien dans cette pièce? On est 7. Pour que je décide que Cabinet ou Ouri doivent bénéficier de mon choix,
il faudrait d'abord que j'identifie tous les gens qui sont dans cette salle. Ouais. Donc j'identifie les 7 personnes et je mets en place ce que nous appelons à l'ANIES un test multimodal, c'est le PMT, c'est un anglicisme, c'est le Proxy Means Test, où nous voyons, au regard des caractéristiques socio-démographiques des ménages, nous sortons un score moyen par ménage qui prend en compte l'état du bâti, le ratio de personnes dépendantes, la situation économique, le handicap, etc. etc. Ouais. Donc, toutes ces données-là sont agrégées et un score qui en est issu. Et ce score permet de dire, OK, maintenant sur les 7 là, M. Diallo et M. Fofana sont les plus vulnérables. Sont éligibles à nos programmes. Ouais. Et c'est ça ce qui a fait. Et les 150 000 ménages qui sont aujourd'hui dans la base de données de l'ANIES et qui bénéficient du projet NAFA ont été sélectionnés à l'aune de cette méthodologie-là qu'on appelle le PMT. Non, on comprend mieux maintenant. Moi, avant de vous laisser la parole, peut-être peut-être définitivement, si vous permettez, j'ai envie de quand même, c'est une curiosité personnelle et je pense que elle est importante aussi, elle est bonne à savoir pour nos auditeurs également. Quelle différence vous faites entre l'ANIES et le FDSI, le Fonds de développement qui est dirigé par notre ami Diawara, Lansana Diawara, qui est très actif aussi sur le terrain, qui engrange des résultats. Quelle est la différence? Parce qu'on a l'impression que vous évoluez dans le même créneau, mais quelle est la démarcation entre les deux organisations de manière assez basique? Alors, effectivement, mon frère Lansana Diawara est extrêmement actif et je l'en félicite. Alors, ce qu'il faut rappeler, je pense qu'il fallait le dire en préambule de mon intervention, c'est ce qu'on appelle le segment protection sociale. Ce qu'on appelle protection sociale, Aboubacar, si vous me permettez, donnez-moi 2 minutes là-dessus, c'est que les sociétés modernes se sont organisées autour de la solidarité. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit que nous ne sommes pas tous dotés de la même façon. Il y a des gens qui naissent avec le handicap, il y a des gens qui naissent dans des zones très éloignées des centres de décision, donc la ruralité, l'enclavement. Il y a d'autres qui naissent dans des familles qui sont extrêmement pauvres. Donc toutes ces zones d'inconfort où il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés, la solidarité nationale se dit, il faut que nous nous organisions pour aller chercher nos compatriotes là. Bien. C'est ce qu'on appelle le système de protection sociale. Très bien. Et en Guinée, le FDSI et l'ANIES sont les instruments qui évoluent dans ce secteur-là de la protection sociale. Évidemment, la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse de prévoyance aussi. C'est toutes les soupapes que l'État met en place pour aller chercher nos compatriotes les plus pauvres et de les arrimer à un idéal commun de bien-être. Donc, de ce point de vue, le FDSI et l'ANIES sont dans le même segment. Maintenant, si vous me demandez la démarcation, le FDSI, c'est un fonds. Je parle sous le contrôle de mon ami Diawara, qui fait beaucoup de choses. Que vous allez recevoir ici dans ce studio la semaine prochaine. Mais un fonds, c'est une intervention immédiate. C'est-à-dire que il y a un cataclysme, vous avez un problème, vous avez un accident très grave, vous n'aviez pas les moyens de vous soigner. L'État met en place une sorte de cagnotte qui intervient pour régler votre problème. Oula. Or, ce que nous faisons à l'ANIES, c'est beaucoup plus structurel. C'est une agence d'inclusion économique et sociale. Donc, il y a une dynamique qui fait que les programmes que nous mettons en place sont des programmes structurels. Qui parle de programmes structurels, parle de composantes, parle de déroulement sur un objectif. Par exemple, et sur une durée. Exactement, sur une durée moyenne. Par exemple, le projet NAFA dont on parlait tout à l'heure est un projet qui est hérité de ce qu'on appelle la stratégie BRAC. C'est une stratégie qui a été éprouvée en Asie, où l'idée est de dire on va aider les ménages pour sortir progressivement de la pauvreté. On leur donne un peu d'argent, ensuite on les forme à l'éducation financière. On fait, c'est très important, ce qu'on appelle le renforcement du capital humain. C'est que dans ces familles pauvres-là, souvent quand on est pauvre, on a beaucoup plus de difficultés à faire face aux questions de santé et d'éducation. Ouais. Donc ces ménages-là font l'objet de formation, où on leur dit d'être attentifs au statut vaccinal des enfants, par exemple, d'envoyer les jeunes filles à l'école, d'être un peu plus regardants sur l'environnement, etc. etc. Sur le cadre de vie. Ouais. Sur le cadre de vie. Tout ça, là, ça améliore leurs conditions de vie. Et après, on ne s'arrête pas là. On les forme et à la fin, on fait ce qu'on appelle des mesures productives. Et je veux que tout le monde soit attentif là-dessus. C'est que l'ANIES accompagne les ménages à développer des activités productives qui leur permettent d'être autonomes économiquement. Et nous avons 15 000 ménages qui vont bénéficier d'un paquet productif. Ce que j'appelle un paquet productif, c'est tout un dispositif sur 18 mois où à la fin, les gens développent des activités. Et ces choix-là ont été en quelque sorte
opéré. Ce qui a prévalu à ces choix, c'est une étude fine qui a été faite sur les zones d'implantation de ces populations-là, pour savoir par exemple quelle activité nous pouvons développer ici en raison des potentialités qui existent. Donc ce sont des choses qui sont extrêmement concrètes. Bien. Sayon Dambélé, voilà, on a le plaisir de l'écouter, le directeur général de l'ANIES, qui est notre invité précis. On va poursuivre avec vous, Bassekou. Après l'obtention de 25 millions de dollars pour des transferts monétaires d'urgence aux populations pauvres et vulnérables par le Fonds monétaire international, dans le cadre du renforcement de votre système de protection sociale, la Banque mondiale a accordé à la Guinée un financement additionnel de 80 millions de dollars. Dites-nous quels sont les contours liés à l'obtention de ce fonds et si vous avez commencé son exécution, vous êtes à quel niveau exactement? Alors, il y a deux niveaux. Il faut disjoindre, séparer, excusez-moi, le financement de la banque, qui est le projet NAFA, où le projet initial a été financé, ce qu'on appelle le projet parent, a été financé à 70 millions de dollars. Et récemment, avec l'implication de monsieur le ministre des Finances et de toute son équipe, notamment de la DNIP, de mon ami Camara, et les équipes de l'ANIES, bien sûr, les nouvelles autorités, la Banque mondiale a concédé à remettre de l'argent dans le projet. Donc ils nous ont donné 80 millions de dollars supplémentaires, ce qui fait du projet NAFA probablement le portefeuille le plus important de la banque en Guinée, avec une bagatelle de 150 millions de dollars. 70 plus 80. Exactement. Donc ça, c'est le projet NAFA. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure sur des questions de mise en place de systèmes de résistance au choc. Maintenant, le projet FMI, qu'on appelle le guichet choc alimentaire, c'est autre chose. À la faveur où c'est selon, au regard des effets délétères de la crise russo-ukrainienne, le FMI, qui est le Fonds monétaire international, qui est un organisme qui réfléchit à l'équilibre macroéconomique des États, s'est dit on ne peut pas ne rien faire. La crise ukrainienne a généré une inflation qui s'est répercutée sur le prix des matières premières, sur le prix des vivres, etc., sur l'inflation des prix. Tout ça, comme on le dit, pèse lourdement sur la bourse des ménages pauvres et sur leurs conditions de vie. Et ce que le FMI a proposé à la Guinée, c'est un prêt concessionnel de près de 70 millions de dollars pour permettre aux institutions de protection sociale en Guinée de redistribuer cet argent à nos compatriotes les plus pauvres. Il y a eu 3 composantes. De l'argent a été donné au programme alimentaire mondial, le PAM, pour distribuer des vivres. De l'argent a été donné au FODA, au ministère de l'Agriculture, pour l'acquisition des intrants et pour favoriser un peu l'acquisition d'engrais, pour favoriser les cultures, etc. Et enfin, il y a eu un volet qu'on peut appeler transfert monétaire, où l'ANIES a été entre guillemets choisi, comment dirais-je, à la suite de beaucoup de discussions et d'arbitrage que nous avons eu avec le FMI, avec la cellule technique de suivi des projets au ministère des Finances. Et j'en profite pour saluer M. Diko et ses équipes qui ont fait un travail remarquable. Et à la fin de ça, ils nous ont accordé 25 millions de dollars. Et l'idée, c'est quoi? C'est que 90%... Et 6 millions au FDC. 6 millions au FDC, exactement, pour le segment, effectivement, fonds d'urgence, etc. Donc, ce que nous, pour répondre à la question de Bassekou, ce que nous faisons à l'ANIES avec les 25 millions de dollars, c'est que nous devrions les redistribuer jusqu'à hauteur de 90-95% de ces fonds aux ménages pauvres que nous avons identifiés. Attention, qui sont dans le même package, dans le package des 150 000? Non, pas du tout. C'est ça la subtilité. Très bien. C'est que aidez-nous à savoir et à comprendre. On ne va pas remettre de l'argent aux mêmes ménages qui sont déjà pris en charge. Bien. On essaie d'élargir la focale à d'autres. L'idée étant de booster le pouvoir d'achat des ménages qui sont extrêmement impactés par la crise ukrainienne. Et c'est l'objectif du projet guichet choc alimentaire. Vous avez commencé déjà à mettre en œuvre exactement, ce projet? On a commencé à mettre en œuvre ce projet. Je rappelle que les fonds, nous les avons reçus. Ces fonds couvriront combien de nouvelles localités et combien de ménages? Ça, c'est une bonne question. Ce fonds va couvrir 60 000 ménages. Très bien. Et nous avons, par exemple, c'est un exemple, on a intégré la zone de Kassa. On passe à 210 000 ménages. Oui, bien sûr. 60 plus 150. Oui, mais on peut aller plus que ça, de toute façon. On a commencé par intégrer la zone de Kassa. Ça me tient à cœur parce que j'ai une forme de sensibilité à Kassa. J'ai toujours été frappé par
ce que j'appelle un hiatus entre le fait que Kassa soit très proche de Conakry. Et quand vous êtes là-bas, vous avez l'impression que vous êtes dans des zones extrêmement éloignées. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc c'est très frappant. Ouais. Et dans mes anciennes fonctions, notamment dans d'autres projets de la banque, et j'y ai fait des visites et j'ai toujours été frappé, notamment à Foteba, il y a des poches de pauvreté extrêmes. Ouais. Donc j'ai décidé, et cette fois-ci de façon souveraine, d'intégrer Kassa au projet. Donc c'est de l'impérium du DG. Oui, pour le coup. Bien sûr. Ouais. Pour le coup, parce qu'on connaît ça ici à FIM, voilà. Parfois, voilà, le DG il décide. Il décide. Pour le coup, je suis vertical. Bien sûr. Donc c'est comme ça que Kassa a été intégré. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons fini le ciblage à Kassa. Bien. Il y a plus de 1000 familles qui sont intégrées. Très bien. Voilà, voilà. Et donc le projet a commencé. Et est en cours de réalisation. Voilà, exactement. Bien, cabinet pour la suite. Mais merci d'Ambélé avec toutes ces explications. Je crois qu'il y a... Cabinet, l'ami de la nièce. Oui. bien sûr. Bien, allez-y, cabinet. Non, mais c'est Ouri qui est plutôt spécialiste. Oui, c'est pour cela qu'on l'a gardé pour la fin. Exactement. Bien sûr. Le président du réseau des journalistes de la protection sociale à Guinée. Non, moi je voulais en fait intervenir poser plutôt la question sur une nouvelle approche que je trouve intéressante. C'est le fait pour vous d'arrimer à la question de la pauvreté, c'est de la vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ah oui, je vois que Kabyle est vraiment un ami de la nièce. Oui, bien sûr. Parce que ce qu'il vient de dire est très subtil. En fait, effectivement, ça m'amène à expliquer un peu la nouvelle vision que j'ai avec la DGA depuis que nous sommes arrivés. Vous savez, la nièce a été créée par une volonté politique en 2019 qui résultait d'un constat. On se disait que la Guinée, au début des années 2010, s'était beaucoup enrichie, notamment avec le boom minier. Mais que cet enrichissement-là, ce qu'on appelle en économie la croissance, n'était pas, et c'est des jargons, n'était pas inclusive. C'est-à-dire que ça ne se traduisait pas dans le panier de la ménagère, comme on le dit trivialement. C'est le quotidien. Exactement. Donc l'État à l'époque s'est dit, nous allons créer une institution où nous allons, en quelque sorte, partager la prospérité. C'était d'ailleurs le slogan, le partage de la prospérité. C'était une idée extrêmement louable, que j'approuve jusqu'à présent. Mais même si c'était un slogan politique. Hein. Oui, le slogan peut-être était politique, mais le contenu, l'idée de redistribuer des ressources à nos populations pauvres, je ne sais pas qui peut trouver à redire. Bien. Donc cette idée-là, de mon point de vue, trouvait toute mon approbation. Néanmoins, au regard du sigle ANIES, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, je trouvais que les cibles n'étaient pas totalement, de mon point de vue, ajustées. On ne pourrait pas, de mon point de vue, pour une agence comme l'ANIES, simplement s'intéresser à la portion congrue de l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, on doit être capable d'aller chercher nos compatriotes qui sont certes pas très très pauvres, mais qui vivent des formes de vulnérabilité, de précarité, et nous devrions pouvoir les adresser. Je donne un exemple souvent. Aujourd'hui, vous aviez des jeunes gens qui sont à Conakry, dans les grandes villes en Guinée, qui ne sont dans aucun programme de politique publique. Ils donnent des petits cours de soutien scolaire et ils gagnent peut-être 1 million à la fin du mois ou même un peu moins. Ils doivent payer le loyer, ils doivent tirer le diable par la queue comme on le dit. Ces gens-là vivent des formes de précarité que personne ne capture. Ça, c'est un exemple. Deuxièmement, même nous qui sommes dans la salle ici, personne d'entre nous n'est extrême pauvre. Mais on n'est pas à l'abri d'une forme de vulnérabilité. Si demain film ferme, évidemment ce que je ne souhaite pas, et que demain moi je suis débarqué à l'Agnès, peut-être qu'on va vivre sur nos deniers pendant un certain temps, mais si on ne retrouve pas autre chose, on tombe dans des formes de vulnérabilité. Effectivement. Il faudrait que les systèmes comme l'Agnès puissent trouver des passerelles pour permettre à des gens, quels qu'ils soient, de l'extrême pauvreté à des formes de vulnérabilité diverses, que ces gens-là soient pris en charge. Donc c'est la nouvelle vision que je déploie avec Mme Dopavogui à l'Agnès, avec une dimension de territorialisation. Est-ce que, oui, est-ce que la signature d'un partenariat avec l'ASCAD résulte donc de cette vision? Bien, si tu permets, cabinet, voilà. On va permettre à notre invité de répondre à cette question dans un court instant. Le temps donc de faire un dernier détour pour prendre en compte les dernières réactions de nos auditeurs. On revient avec vous, cabinet, donc vous reposez votre question. Oui, je demandais, M. Dambélé, que vous avez signé un partenariat avec l'agence du service civique d'action, l'ASCAD.
Est-ce que ce partenariat scellé se rapporte donc au volet vulnérabilité que vous voudriez bien prendre en compte dans la vision globale de l'ANIES? C'est une bonne question, cher Kaby. Vous savez, l'ASCAD, je le dis, je le dirai à l'envie, pour moi c'est un instrument formidable. L'ASCAD. C'est un service civilo-militaire, pour faire simple, qui permet à nos jeunes en décrochage de trouver un emploi. Si vous allez à l'ASCAD, vous serez époustouflé parce qu'il y a un dispositif de formation, c'est au camp Alpha Yaya. Oui. Et il y a une équipe solide qui travaille sous le leadership du colonel Amine, à qui je fais un coucou. Ils font beaucoup de choses qui sont intéressantes. Et quand je suis arrivé à l'ANIES, justement sur la vision de l'employabilité, je rappelle que le point 4, l'axe 4 du programme intérimaire de la transition, porte sur des questions d'employabilité, d'action sociale et toutes les questions de renforcement du capital humain. Et c'est exactement dans cette vision que je me suis inscrite pour dire que nous ne pourrions pas simplement être une institution qui tend simplement la main aux gens. Il faudrait pouvoir les aider à sortir de l'ornière, à se prendre en charge. Et pour ça, l'ASCAD, pour moi, est un partenaire privilégié. J'ai signé d'autres partenariats, on en parlera avec le CRS. Ouais. Et j'étais allé à Ouagadougou pour les questions d'inclusion financière des femmes, etc. Donc tout ça, ça procède de cette vision-là. Et pour revenir à l'ASCAD, nous devons entamer un projet où nous allons sélectionner 500 jeunes de nos ménages vulnérables pour qu'ils soient formés à l'ASCAD à des métiers extrêmement concrets. Conduite de poids lourds, électricité, chaîne de foie, etc., etc. Très bien. Si vous allez par exemple à l'hôtel Noum, pour ne pas citer, une bonne partie du personnel qui travaille là-bas est un produit de l'ASCAD. Et les chiffres sont extrêmement convaincants. Ouais. Wow. Je pense que 95% de ceux qui sont passés par l'ASCAD, après 3 ans, sont en CDI. Donc ça casse ce qu'on appelle le cycle intergénérationnel de pauvreté. Ouais. Si vous sortez un jeune, je vous garantis, d'un ménage extrêmement pauvre, de l'ornière, et qu'il a un boulot à la fin du mois, qu'il peut envoyer un sac de riz, un sac d'huile à sa maman, c'est une fierté que vous ne pouvez pas du tout imaginer. Ouais. Donc je pense que c'est un projet extrêmement porteur. Ouais. Et en tout cas, il a commencé à être déroulé ou pas? D'abord, on a signé un partenariat avec l'ASCAD en janvier, et nous sommes allés au-delà de ça. Et pour le projet des 500 jeunes, nous avons fait un avenant que nous avons ratifié vendredi dernier, et nous sommes en train de dérouler ce programme-là. Bien, Daraï, pour la suite. Dans le cadre de la mise en œuvre des projets, des 2 projets que vous avez notamment cités, Guichet Choc Alimentaire NAFA, est-ce que l'ANIES dispose de suffisamment d'assistants communautaires pour vous permettre de mettre main sur les potentiels bénéficiaires? Oui, oui, c'est une bonne question. Peut-être revenir aussi sur le travail formidable que les assistants communautaires font. Mais pour le comprendre, permettez-moi de vous décrire l'architecture de nos interventions. Oui. Ce que nous faisons à l'ANIES, c'est que les ménages que nous suivons, nos fameux ménages vulnérables, font l'objet d'un suivi régulier de la part d'assistants communautaires. Très bien. C'est généralement des jeunes gens diplômés sans emploi, comme on le dit, à qui on offre une première chance de trouver du boulot. Et ce sont des gens qu'on forme, y compris à des outils digitaux comme Kobo Collect. Et ils vont auprès de ces familles-là pour comprendre la dynamique d'utilisation des fonds qu'on leur donne et pour mesurer la pertinence de nos interventions. Donc pour revenir à la question de Garay, aujourd'hui nous avons, dans le cadre du projet NAFA, on a près de 200 et quelques assistants communautaires qui sont déployés, dont 95 à Conakry. Mais je ne me suis pas arrêté là. Avec le projet FMI, j'ai décidé de doubler ce nombre-là. Et de faire accompagner les nouvelles familles de nouveaux assistants communautaires. Et aujourd'hui, à l'ANIES, si vous étiez là-bas il y a quelques jours, vous verriez défiler des jeunes gens qui ont été sélectionnés. Voilà. Et ce que j'ai fait rapidement... Sélectionnés sur la base de quel Justement, critère? je vais être très très transparent. Ce que nous avons fait, nous avions un bassin d'assistants communautaires à Conakry, parce que le projet NAFA se déportait à l'intérieur du pays. J'ai demandé à mes équipes de passer au crible
ce bassin d'assistants communautaires et de retenir les meilleurs. Bien. Maintenant, le delta, les autres qui seront considérés comme peu performants, on a essayé de recruter d'autres gens, de donner la chance à d'autres personnes de postuler pour que nous ayons des assistants communautaires efficaces pour ce travail-là. Ouais. Et ces assistants, donc, ils sont pris en charge dans le cadre du projet. Oui, mais ils sont pris en charge. Je ne vais pas Bien. dévoiler leur salaire. Non, c'est pas ce que je vous demande. Leur salaire, mais bien, c'est pas ce que je vous demande. Ils sont pris en charge, ils sont formés et ils accompagnent nos projets à l'intérieur du pays. Ils font un travail formidable parce qu'il faut rappeler qu'à l'intérieur du pays, ils ne vivent pas dans les préfectures. Ils sont dans les districts. Moi, j'ai fait une tournée l'année dernière où je suis allé, par exemple, à Finala, c'est dans Dabola, où j'ai fait tout un après-midi pour arriver à Finala. Wow. Et quand j'y suis arrivé, au bout de 4 heures de route, trajet. Oui, et j'ai trouvé un assistant communautaire qui était là, avec un environnement extrêmement précaire. Il était avec son t-shirt Agnès et sa casquette, très content de nous trouver. Et je lui ai demandé, mais comment il fait? Il disait qu'il rentrait à Dabola 1 ou 2 fois par semaine, mais il était là avec la communauté. Très bien. Et ce sont des conditions rustiques dans lesquelles ils vivent. Ouais. Et c'est le lieu de leur rendre hommage. De saluer le travail. Voilà, ils font un travail formidable. Bien. Oui, Diarra. L'avant-dernière question. L'une des missions de l'ANIES, sinon que la principale mission, c'est justement contribuer à réduire la pauvreté et également contribuer à partager la prospérité économique. Dans ce sens, quelle est la vision de l'ANIES sur le long terme? Vous avez cité des chiffres par rapport aux ménages, par rapport aux personnes à toucher, mais sur le long terme, quel est le chiffre global? La vision globale. Les objectifs à atteindre. Le nombre de personnes à atteindre. Alors, en fait, ce qu'on est en train de faire... Ça dépend des fonds. Oui, bien sûr, mais ça dépend aussi de la vision, c'est important. Très bien. Ce qu'elle dit. Ce qu'on est en train de faire à l'ANIES, on est en train de, et je parle en regardant Ouri, on est en train de mettre en place un système de protection sociale. Qu'est-ce qu'on appelle un système de protection sociale? Moi, j'ai fait presque la moitié de ma vie en France, vous le savez, et c'est un pays modèle sur des questions de protection sociale. Dans les pays anglo-saxons, on appelle ça des welfare states, aux États-Unis, en Angleterre, qu'on appelle le modèle social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que organiser l'État de telle manière que ces questions de difficultés sociales, des questions de vulnérabilité, des questions de vulnérabilité puissent être réglées de façon structurelle. Il ne faudrait pas attendre que le projet NAFA ferme en 2026 et qu'on revienne à la case de départ pour dire qu'est-ce qu'on fait pour les populations vulnérables. Il faut mettre un système pérenne en place, un système sur lequel on va capitaliser nos interventions. Bien. Nous avons par exemple, et je réponds pour le coup à la question de Garay, la vision que j'ai, c'est de créer les conditions et les bases, de jeter les bases de cette structuration dans l'écosystème institutionnel en Guinée, pour que nous ayons en Guinée enfin, à l'échelle de 5-10 ans, un système qui marche au-delà des hommes, et que dans notre culture administrative, que nous ayons des institutions qui prennent en charge nos populations vulnérables. Ouais, mais ailleurs, dans d'autres pays comme au Mali, il y a carrément un ministère de la solidarité. Oui, bien sûr. Mais en Guinée, on en a aussi. C'est simplement la déclinaison. Oui, mais peut-être que les mécanismes d'intervention sont un tout petit peu éparpillés entre les différents départements. Oui, la parole au chef du réseau des journalistes de la protection sociale. J'avoue que notre réseau ces derniers temps a été assez déconnecté de l'actualité liée à l'ANIES. Mais ce document, sincèrement, il est très riche. Je pense que ça va être une sorte de bréviaire pour notre réseau. Très bien. D'ailleurs, je constate qu'on peut y tirer 2-3 articles. Déjà pour le site qu'on peut publier sur guinéactusocial.com. Et je commence par un commentaire. Le reste, c'est 2-3 questions qui vous amèneront à vous répéter certainement, mais la pédagogie, elle est importante aussi. Et le commentaire, c'est par rapport au partenariat entre l'ANIES et la SCAD. Moi, je la trouve, la démarche très pertinente, parce qu'Aboubacar, il a parlé tout à l'heure des transferts monétaires de 250 000 par ménage chaque fois. C'est très bien justement d'envoyer 250 000, c'est cabinet le français, là ça doit être faire 25 € par mois, à chaque ménage vulnérable par mois. Maintenant, s'il y a dans un ménage, par exemple dans mon ménage vulnérable, un garçon de 18 ans, donc qui a des aptitudes pour faire un métier, et que Agnès, en transférant de l'argent à ce ménage, constate qu'il y a un garçon là-bas qui peut travailler, et pour l'instant qui fait du thé dans le quartier, et qui le sélectionne, qui le recommande à l'ASCAD, qui va donc l'initier à un métier qui permettra, comme vous l'avez dit, à ce jeune homme-là, maintenant d'avoir un travail qui lui permet de générer un salaire,
et qui lui permet aussi de prendre en charge sa maman, sa pauvre maman ou son papa, sincèrement, point de vue commentaire, je trouve que c'est un partenariat pertinent. Ouais. Pour le reste, je pose des questions un peu on va aller très vite. Un peu simple. Ouais, le procureur de Cancan qui nous attend. Oui. Le terme de transfert monétaire d'urgence, j'ai envie de savoir pourquoi. Est-ce que l'urgence de ces transferts pour ces ménages voudrait dire que c'est des ménages pratiquement qui ne trouvaient absolument rien à manger par jour, donc il fallait nécessairement les secourir. C'est pourquoi vous parlez de transfert monétaire d'urgence. Ma deuxième question se rapporte à ces 80 millions de dollars, c'est près de 800 milliards. Quelle est la méthodologie donc de décaissement donc, de ce montant de 80 millions que la Banque mondiale met à votre disposition? L'autre question simple, c'est le guichet choc alimentaire. C'est quoi le guichet? Est-ce que c'est un dispositif qui permet aux ménages de venir se doter en denrées alimentaires, ou comment est-ce que ça fonctionne, ce guichet-là? Bien. Et puis, je termine par deux autres questions. Peut-être le partenaire avec CRS, on n'en a pas parlé. Cabinet l'a brossé tout à l'heure, CRS. Bon, bref, je pense que c'est bon pour moi. Bien. Mais ma question n'est pas liée à cela. Et l'autre question, c'est un peu la question de base de données. Parce que tout ce que vous faites là, vous devez quand même avoir une sorte de répertoire des couches vulnérables, ou si vous voulez, des ménages vulnérables. Par le passé, on a parlé du fameux projet IDEMIA pour la mise en place de cette base de données. J'ai envie de savoir aujourd'hui où en sommes-nous. Est-ce que cette base de données, elle existe? Est-ce que les questions de financement qui avaient fait scandale à l'époque sont derrière nous? Et puis le dossier Confabor, cette jeune dame guinéenne qui a créé cette marque de téléphone, ce n'est pas sous votre direction, mais c'est sous la direction des précédents dirigeants qui a eu ce contrat d'achat de petits téléphones pour les ménages. Est-ce qu'aujourd'hui, cette dame a une gain de cause de ce qu'on lui doit? Bon, ça fait plusieurs questions à la fois. Ça fait beaucoup de questions, mais voilà, c'est où. On va récapituler. C'est où ça se comprend. Bien. Alors, je vais commencer par les transferts d'urgence. Alors, les transferts d'urgence, c'est en contrepoint de ce que nous appelons les transferts réguliers. Ça a été mis en place quand l'État a décidé que Conakry fasse partie du projet NAFA. Voilà. Donc à ce moment-là, ils ont considéré les transferts monétaires de l'époque comme urgents, au regard du Covid qui sévissait à l'époque. Ouais. Donc si vous voyez comment le projet NAFA est paramétré, vous verrez que la première composante, on parle du transfert monétaire d'urgence, et ensuite on parle de transfert monétaire régulier. Donc le premier segment, c'était par rapport aux questions d'urgence liées au Covid. Bien. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je vais revenir sur la dernière question sur la base de données. Vous savez, la base de données de l'ANIES, aujourd'hui, nous avons 220 000 ménages répertoriés avec des informations précises sur les variables sociodémographiques, sur les adresses, etc. Et ces ménages ont été, entre guillemets, identifiés sur le terrain par nos fameux assistants communautaires. Maintenant, quelle est leur fiabilité et où on en est? Quand je suis arrivé à l'ANIES, nous avions décidé à un moment donné avec la DGA que notre base de données faisait l'objet de beaucoup de fantasmes, quelquefois de beaucoup de commentaires. Certains étaient plus ou moins pertinents, d'autres étaient un peu loufoques, en pensant que les gens avaient entre guillemets des comptes fictifs et qu'on transférait de l'argent pour soi, etc. Évidemment, tous ces commentaires, ce n'était pas pour moi, mais c'est ce que j'ai entendu. Ouais. Et pour rassurer d'abord les nouvelles autorités, mais aussi les partenaires au développement qui nous financent, nous avons institué ce que nous avons appelé la validation communautaire. Je vais vous expliquer ça rapidement. Je vais dans le village de Aboubakar à Manguiana, par exemple, dans une petite bourgade, où nous avons nos familles bénéficiaires. On a 10 familles, par exemple, dans un village quelconque. Qu'est-ce que nous faisons? On essaie de mettre en place un comité local qui est constitué des personnes ressources de la localité. Un représentant du conseil de mosquée, un représentant des jeunes, une représentante des femmes, quelqu'un de l'administration publique. Ce pool de conseillers-là décide avec les équipes de l'ANIES de passer au crible la liste des ménages bénéficiaires pour dire Monsieur Barry qui est là, effectivement, il est commerçant du coin, c'est pas tout à fait logique. Effectivement, c'est pas pour vous arrêter, c'est par expérience que je me permets de vous bloquer. Par le passé, on a été sur le terrain avec les filets socioproductifs. Ils ont été confrontés à ces situations de ciblage où, par exemple, le commerçant du quartier, du district,
peut dire qu'il est pauvre et qu'il n'arrive pas à nourrir sa famille par jour. Et souvent ça passait, des fois c'est même des chefs de district qui faisaient passer leur famille et comme ça dans les mailles. Exactement. Donc ce que nous avons fait, donc c'est comment dirais-je, ce pool de personnes ressources qui est mis en place nous permet, avec les assistants communautaires, d'arbitrer et de dire exactement voilà, telle famille est éligible, telle famille n'est pas éligible. Et qu'est-ce que nous faisons? On va plus loin et nous affichons la liste des familles bénéficiaires pour que la communauté, en quelque sorte, valide ça. Et ça a deux avantages. Un, ça règle la question de la complaisance et ça légitime nos activités. Et nous avons mis 5 semaines à faire ça et nous avons installé dans 611 districts des comités qui nous ont permis avec les équipes de l'ANIES de peaufiner ça. Et à la suite de ça, nous avons affiné ces données. Donc aujourd'hui, on a 220 000 ménages à l'ANIES. Il faut multiplier par 5 pour avoir le nombre de personnes en moyenne. Donc 1 million d'individus où les bases sont extrêmement saines. Donc l'autre question, c'était par rapport la méthodologie de décaissement. Voilà, la méthodologie. Aujourd'hui, 80 millions. D'ailleurs, c'est l'occasion qui fait le larron. Dans 2 jours, nous allons présenter l'état d'avancement du projet NAFA à la DNIP avec la Banque mondiale dans le cadre des contrats de performance que nos coordinateurs ont signés. Ouais. Donc nous sommes aux alentours de 30% de décaissement du projet NAFA. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous n'étions qu'à Conakry. Donc, puisque le mécanisme de décaissement, ce sont les transferts monétaires qui se font à travers les téléphones et les transferts digitalisés. Donc, imaginez, une fois qu'on va commencer pour l'intérieur du pays, pour 130 000 ménages, le chiffre va monter assez rapidement. Donc, on est extrêmement confiant sur le taux de financement. Pour finir rapidement, Koumfabo. Koumfabo, effectivement, c'est un sparadrap qui nous est collé au pied depuis quelques temps. Ouais. On essaie de s'en dépêtrer. Mais la vérité aujourd'hui, c'est qu'on est au bout du processus. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais Mme Diawara va rentrer extrêmement bientôt. Va rentrer, donc c'est pas encore fait. Oui, mais c'est pas un fait. Mais ce qui était... C'est quand même des milliards. Selon nos informations, elle a contracté un prêt pour financer cette opération. Je comprends. Et pendant ce temps, les agios prennent de l'ascenseur. Non, je suis extrêmement conscient. Je ne suis pas dupe des contraintes qui sont les leurs, qui sont les siennes à Mme Diawara. Mais ce que je dis, c'est que nous, à l'ANIES, on a été obligés. Vous avez hérité de cette situation? Oui, de reprendre ce contrat avec la Banque mondiale qui est financeur, qui est extrêmement procédurière. Donc il a fallu détricoter tout et remonter ce projet-là pour qu'il puisse être éligible à un remboursement. Et nous sommes au bout de ce processus-là. Et donc c'est bien heureux. Bien, on arrive carrément au terme de cette émission avec vous, d'emballer les perspectives en 1 minute, rapidement. Les perspectives de l'ANIES, c'est ça. C'est d'abord la mise en œuvre de la vision de l'ANIES avec une dimension de territorialité. Je pense que l'ANIES ne peut pas se contenter d'être à Conakry seulement. Nous avons décidé de créer des antennes régionales qui nous permettent de nous rapprocher des populations, des populations à la base. Deuxièmement, et puis de nous élargir et de créer, j'ai mis en place avec la DGA un nouveau cadre organique qui a été validé par le conseil d'administration, dans lequel cadre organique nous avons décidé de mettre une direction programme qui nous permette d'être un peu, de chapeauter l'ensemble des projets que nous absorbons à l'ANIES pour un peu plus de fluidité dans les activités. Très bien. Et puis les rapports, très rapidement, en 30 secondes, les rapports avec le conseil d'administration, avec le PCA, Papa Fofana? Ce sont des rapports extrêmement heureux. Cordiaux. Tout se passe très bien. Tout se passe très très bien. Très bien. Mais non, Oui, mais ça, c'est pas des questions qui nous lèvent. On va forcément en parler demain, cette solution de permutation proposée par le PM au sujet donc du fonctionnement des EPA. Grand merci à vous, ou à toi, cher ami. Sayon Dambélé, merci pour ce premier grand oral. Merci beaucoup. Qui a été une réussite, selon nous ici. J'espère que il en est de même de votre côté, vous, chers auditeurs. Merci à vous tous qui nous avez suivis aux 4 coins du monde sur nos plateformes digitales. Merci à nos équipes techniques, Ibrahim Babin Diallo, Ibrahim Assila et nos équipes à la transmission. Gardez vos positions d'écoute. Derrière nous, Gitindira avec Mohamed Ba et toute sa team. Restez sur Film FM. Le programme continue, on sera là demain pour continuer l'aventure. Au revoir, à demain.